J'étais à l'hôpital, après un accident. Mes parents ont pris ma fille de 12 ans, et ils l'ont forcée à travailler dans leur ferme. Ensuite, ils l'ont enfermée dans un débarras sombre pendant 5 heures. Pas de nourriture, pas d'eau, parce qu'elle était, selon eux, paresseuse et désobéissante. Pas de travail, pas de nourriture, lui a dit mon père. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Une semaine plus tard, c'était eux qui criaient. L'accident s'est produit le matin. Une route mouillée, une voiture en sens inverse, et une collision frontale. Chat conduisait. J'étais sur le siège passager. La dernière chose dont je me souviens, c'est de quelqu'un qui criait. Peut-être un passant. Peut-être moi. Je me suis réveillé une journée entière plus tard. Tout me faisait mal. Ma tête me donnait l'impression d'être prise dans un étau. La première chose que j'ai demandé à l'infirmière, est-ce que mon mari est en vie? Elle m'a répondu qu'il était inconscient. Il se battait pour le sauver. Deuxième question, où est ma fille? Elle ne le savait pas, Lucie n'était pas avec nous, ce matin-là. Dieu merci. Elle avait passé la nuit chez une amie, ce qui signifiait que, maintenant, elle était toute seule, à seulement 12 ans. Puis est venu le médecin, suivi d'une assistante sociale. Apparemment, mes parents avaient pris Lucie, parce que, bien sûr, ils s'en étaient mêlés. Les parents de Chat n'étaient plus de ce monde. Sa sœur vit en Floride. Mes parents étaient les plus proches géographiquement. En termes de confiance, je ne leur confierais même pas une plante d'intérieur, et encore moins ma fille. Mais personne ne m'a demandé mon avis. Elle leur a été confiée, tout simplement parce qu'ils étaient disponibles. Parfois, la vie vous sert la pire des options, déguisée en la seule option possible. Je les ai appelés. Mon père a décroché, avec l'air de quelqu'un qui venait de gagner à la loterie. Elle va bien. Elle est avec nous. Ne t'inquiète pas. J'ai demandé à parler à Lucie. Attends, a-t-il dit. Il y a eu un long silence. Trop long. Puis, enfin, j'ai entendu sa voix, tremblante, hésitante. Maman, c'est toi. C'est moi, ma chérie. Je pouvais à peine respirer. Comment vas-tu? Je vais bien. Je sortirai bientôt, et je viendrai te chercher. Et papa, est-ce qu'il est en vie? Oui, mon bébé. Il est encore inconscient, mais il est fort. Les médecins disent qu'il a un bon cœur. Il va s'en sortir. Nous allons surmonter ça. D'accord. Sa voix était toute petite. Un simple murmure. Comment tu tiens le coup, mon cœur? Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Trop rapide. Trop plat. Comme une réplique répétée à l'avance. Et sa voix. Je connais cette voix. Je sais comment elle sonne quand elle est malade, quand elle a peur, ou quand elle ment. Il y avait quelque chose d'autre, là-dedans. De la peur. Nous serons bientôt ensemble, lui ai-je dit, comme une prière. Puis, j'ai redemandé, tu es sûr que tu vas bien? C'est à ce moment-là que j'ai entendu ma mère, en arrière-plan, chuchotant, mais de manière très claire, ne contrarie pas ta mère. Dis-lui que tout va bien. Et Lucie a dit, je vais bien, maman. Puis, d'une voix presque inaudible, tu me manques. Arrête ça, a sèchement lancé ma mère. L'appel a été coupé. Je suis resté allongé là, le téléphone brûlant dans ma main, le cœur battant à tout rompre. Quelque chose n'allait pas. Je le savais. J'avais grandi dans cette maison. Je connaissais leur méthode. La discipline par le travail, le respect par la faim, l'obéissance par la peur. Maintenant, Lucie y était, toute seule. J'avais une commotion cérébrale, et des côtes cassées. J'étais censé rester au lit. 3 jours plus tard, j'ai dit au médecin que je me sentais mieux. Il m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Ensuite, je me suis levé, tremblante, lente, endolorie, mais je me suis tenu debout. Il a dit que c'était irresponsable. J'ai répondu, je dois aller chercher ma fille. J'ai signé ma propre décharge, j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi, et je me suis changé. Puis, je suis allé chez mes parents. Pas d'appel, pas d'avertissement, aucun plan, sauf un seul, récupérer ma fille. Ils n'avaient aucune idée que je pouvais tenir debout, ni marcher,
ni conduire. Et, plus important encore, il n'avait aucune idée que je ne les laisserais pas la briser, de la même façon qu'il m'avait brisé autrefois. La maison n'avait pas changé. La peinture s'écaillait. La porte grinçait, elle qui avait toujours eu besoin d'huile, mais qui n'en avait jamais reçu. Mes frères vivaient toujours là, eux aussi. L'un d'eux continuait de vivre au crochet de mes parents, comme si c'était un travail à temps plein. Pas de travail, aucune honte. L'autre habite à côté, et vient en visite le week-end. Il a 2 fils, des enfants gentils, du moins jusqu'à ce que grand-père commence à les modeler à son image. Je suis entré. Personne ne m'a accueilli. Depuis le salon, j'ai entendu des tirs. Virtuels, pas réels. Mes neveux, Lucas et Jérémy, 14 et 12 ans, étaient affalés sur le canapé, avec leurs bottes pleines de boue, rivées à leur console de jeu. Ils m'ont vu, ont hoché la tête, et ont continué à jouer. Où est Lucie, ai-je demandé. Probablement avec grand-mère, a marmonné le plus âgé, les yeux toujours fixés sur l'écran. J'ai traversé la maison. La cuisine, vide, la salle de bain, vide. Puis, je suis sorti par derrière, et elle était là. Lucie se tenait à l'intérieur du poulailler, couverte de terre, tenant un seau. Ses vêtements étaient crasseux, ses joues creusées, avec des marques rouges et des égratignures partout sur les mains. Quand elle m'a vu, elle s'est figée, puis elle a lâché le seau, et elle a couru. « Maman !» Je l'ai rattrapée dans mes bras, et elle a enfoui son visage dans ma poitrine. Elle tremblait. « Ils ont dit que tu ne pourrais pas te lever avant longtemps, a-t-elle murmuré. Eh bien, lui ai-je dit, je me suis levé, et maintenant, tu es avec moi. Elle s'est accrochée à moi, comme si elle ne voulait plus jamais me lâcher. Puis, elle a levé la tête. « Maman, comment va papa ?» a-t-elle chuchoté. « Il est en vie. Il va mieux. Il a commencé à respirer tout seul. Nous irons le voir bientôt. » D'accord. Je lui caressais le dos, essayant de me contenir, alors que mes entrailles se déchiraient, entre la rage et le soulagement. « Et toi? Est-ce que tu es blessé ?» Elle a levé les yeux vers moi. « Plus vraiment. Je suis là, maintenant. C'est tout ce qui compte. » Elle a pressé son visage de nouveau contre moi, et elle est restée plantée là, respirant fort, tremblante. Puis, le barrage a cédé. Tout a débordé. Elle m'a raconté comment il lui avait pris son téléphone. « Tu vas juste perdre ton temps là-dessus. Il y a du travail à faire. » Comment il l'avait forcé à passer la serpillière, à cuisiner, à sortir les poubelles. Comment grand-père lui avait dit, « Tu n'as pas mérité ta nourriture. Travaille d'abord, ensuite tu mangeras. » Comment, lors de son 2e jour là-bas, il l'avait enfermé dans un débarras pendant 5 heures. Pas de lumière, pas de nourriture, pas d'eau, tout cela parce qu'elle avait dit qu'elle ne savait pas comment nettoyer un poulailler, et qu'elle ne voulait pas le faire. J'ai dit à grand-père que je ne me sentais pas bien, a-t-elle murmuré, que je ne pouvais pas le faire. Il a répondu que j'étais paresseuse et irrespectueuse, que tu m'avais pourri gâté. Que les filles comme moi devaient apprendre à rester à leur place. Pourquoi me ferait-il ça, maman? Elle m'a regardé, avec ses yeux fatigués, ses yeux d'adulte, qu'aucun enfant de 12 ans ne devrait avoir. Pourquoi est-ce que je devais travailler, pendant que Lucas et Jérémy jouaient aux jeux vidéo? Ce n'est pas juste, mon amour, ai-je dit, en repoussant ses cheveux en arrière. Et quand j'ai dit à oncle Josh de nettoyer derrière lui, il a laissé son assiette traîner, et il a renversé des chips partout sur le tapis que je venais d'aspirer. Il m'a crié dessus. Il a dit que je devais la fermer, et nettoyer. Comme une vraie femme. Et grand-mère l'a soutenue. Elle a dit que j'étais malpoli, que je n'avais aucun respect pour les aînés. Ils t'ont traité horriblement. Ça s'arrête maintenant. Tu es en sécurité. Je vais m'en occuper. Je croyais que toi et papa, vous étiez morts, a-t-elle sangloté. Il refusait de me dire quoi que ce soit. Et je n'avais pas de téléphone. J'ai failli pleurer, moi aussi. Ils ont dit que si je me plaignais, ton état allait empirer. Que ça allait te contrarier. Je ne savais même pas si j'avais le droit de dire quelque chose. J'ai raccompagné Lucie à l'intérieur, et j'ai commencé à emballer ses affaires. Je n'ai pas dit un mot. Ma mère est entrée dans la pièce, s'essuyant les mains sur son tablier. Stéphanie, tu es là. Pourquoi n'as-tu pas appelé d'abord? N'es-tu pas censé être au lit?
pas une once d'inquiétude dans sa voix. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je prends Lucie. Mon père est entré, et il est resté là, debout, à me regarder fermer le sac de Lucie. Il n'a pas demandé comment je me sentais. Il n'a pas demandé comment allait mon mari. Oh, salut. Mon frère Josh est entré nonchalamment, tenant sa tablette, qui était pratiquement devenue un membre supplémentaire pour lui. T'as déjà eu ta permission de sortir. Il avait l'air joyeux, comme si nous prenions de nos nouvelles autour d'un café, et comme s'il n'avait pas passé la dernière semaine à traiter ma fille comme de la main-d'œuvre gratuite. Je n'ai pas répondu, j'ai juste attrapé la main de Lucie, et je me suis dirigé vers la porte. Et c'est là que mon père a pris la parole. Tu vas juste partir comme ça? Même pas un merci. Nous avons pris soin de ta fille, nous l'avons surveillée. Tu es tellement ingrate. Je me suis retourné pour lui faire face. Ingrate. Ma voix s'est brisée, sous le poids de la fureur. Vous l'avez enfermée dans le noir pendant 5 heures. Pas de nourriture, pas d'eau, parce qu'elle ne voulait pas être votre bonne. Parce qu'elle n'est pas née garçon. Il a haussé le ton. Nous lui apprenions la discipline, nous lui donnions un cadre. Toi, et ce mari qui est le tien, vous avez élevé une souillon. Une morveuse paresseuse et irrespectueuse. Nous lui avons juste appris ce qu'une vraie femme est censée être. Je n'ai pas répondu. Ça ne servait à rien. Les mots ne répareraient pas cela. Mais les actes, oui, et ils allaient suivre. J'ai baissé les yeux vers Lucie. On y va. Et nous sommes partis. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à une station-service, et j'ai acheté à Lucie un hamburger chaud et du jus de pomme. Rien d'extraordinaire, mais la façon dont elle tenait ce hamburger, comme si c'était un cadeau de Noël. Elle l'a dévoré, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours, ce qui, connaissant mes parents, était peut-être tout à fait vrai. Ensuite, elle est tombée de fatigue. Elle a dormi pendant tout le trajet jusqu'à la maison. Arrivée chez nous, je lui ai donné de la vraie nourriture. Chaude, faite maison, et qui n'avait pas besoin d'être méritée par le travail. Ensuite, nous avons appelé Chat. C'était un bel appel. Je ne lui ai pas tout dit. Il était encore faible, et je ne voulais pas tout lui déballer d'un coup. Lucie est allée dans sa chambre, elle s'est recroquevillée sur son canapé doux et propre, et elle s'est endormie instantanément, épuisée jusqu'à la moelle. Je me suis effondré dans mon lit, moi aussi, et je me suis évanoui sur le champ. Un sommeil lourd, le genre de sommeil que votre corps exige, quand votre cœur vient de courir un marathon. Le lendemain, Lucie s'est ouverte un peu plus. Elle a commencé à me raconter le reste, cette fois avec des détails, et des larmes. Comment grand-père avait dit, pas de travail, pas de nourriture. Comment oncle Josh, après qu'elle a osé lui demander de nettoyer derrière lui, a jeté des croûtes de pizza partout sur le tapis qu'elle venait juste d'aspirer, puis est resté là, debout, à la regarder le nettoyer de nouveau. Peut-être que maintenant, tu apprendras à tenir ta langue en présence des adultes, avait-il dit. Comment grand-mère s'était tenue devant la porte du débarras, à l'écouter pleurer, lui disant d'arrêter de geindre, et de réfléchir à son comportement. Comment elle lui avait dit que les choses les plus importantes pour une fille, c'était l'obéissance, le travail acharné, et la patience. J'écoutais, je hochais la tête, je ne l'interrompais pas, et j'enregistrais chaque mot. Discrètement, le téléphone posé sur la table de chevet, l'écran tourné vers le bas, le micro activé. Pendant tout ce temps, une seule pensée martelait dans ma tête, comme un battement de tambour, je ne leur pardonnerai jamais, et ils vont le regretter. La deuxième nuit, après avoir ramené Lucie à la maison, je n'ai pas dormi. Je me suis simplement assise sur le bord du lit, à la regarder. Elle était recroquevillée, en petite boule serrée, agrippée à son oreiller comme si c'était un bouclier. Même dans son sommeil, elle n'arrivait pas à se détendre. Les bras croisés sur sa poitrine, les sourcils froncés, comme si elle se préparait à encaisser un coup. J'ai reconnu ce visage. Je l'avais déjà vu, dans le miroir, à 12 ans, à 14 ans, et parfois même plus tard. J'avais l'habitude de dormir comme ça, moi aussi. Dans une maison où je ne me sens pas bien était le nom de code pour tu es paresseuse, où pleurer te valait une leçon de morale, ou pire, un coup de ceinture, où la question pourquoi est-ce qu'il n'a pas à aider, lui, trouvait pour seule réponse, parce que c'est un garçon. Et j'étais une fille. Le service n'était pas seulement exigé. C'était mon prétendu destin. Je m'appelle Stéphanie. J'ai 37 ans,
et j'ai eu une enfance très heureuse. Du moins, si vous définissez le bonheur par une discipline constante, de la peur, et ce sentiment lancinant que, peu importe ce que vous faisiez, vous ne seriez jamais assez bien. J'ai grandi dans la même maison d'où je venais de tirer ma fille. Le même placard, les mêmes punitions. Ils m'y ont enfermé, moi aussi, juste pour avoir refusé de manger du foie bouilli, ou pour avoir oublié de dire s'il vous plaît, avant de demander de l'eau. Ils appelaient ça de l'éducation. Et cela prenait une saveur particulière, si vous étiez né femme. Dans notre maison, tout fonctionnait selon une chaîne de commandement. Maman était le général, papa était l'exécuteur, et mes frères étaient les rois du canapé. Un plus vieux, un plus jeune. Ils recevaient des câlins, quand ils cassaient des télécommandes, ou gravaient des trucs sur les meubles. Je me faisais gronder, si je ne souriais pas assez grand. Quand j'avais 12 ans, j'ai fait l'erreur de dire que je voulais prendre des cours de musique. Ils ont ri, et m'ont dit de me concentrer sur l'art de faire frire du bacon correctement. Après ça, j'ai gardé mes envies pour moi. À 16 ans, j'avais un plan. Il n'y avait qu'une seule porte de sortie, l'université, avec une bourse. J'ai étudié jusqu'à ce que je ne puisse presque plus voir droit devant moi. Je vivais à la bibliothèque. Je n'ai pas manqué un seul examen. Quand cette lettre d'acceptation est enfin arrivée, j'ai pleuré pour la première fois. Pas de douleur, mais de soulagement. Ils ne m'ont pas donné un centime. Ma mère a dit, « Tu veux vivre par tes propres moyens ? Vas-y. Nous ne te l'avons pas demandé. » Mon père a ajouté, « Tu as choisi ça. Tu te nourris toi-même. » Super. J'allais me nourrir moi-même, et un jour, nourrir quelqu'un de meilleur, aussi. J'habitais dans une chambre universitaire de la taille d'un placard. Je dormais sur un matelas si fin, qu'il aurait tout aussi bien pu être une serviette en papier. J'ai mangé beaucoup trop de nouilles instantanées. Je travaillais la nuit, à nettoyer une clinique. C'est là que j'ai rencontré Chat. C'était un pharmacien de nuit, fatigué, portant une blouse froissée, mais avec des yeux bienveillants. La première personne qui m'a regardé, et qui m'a dit, « Tu es très bien comme tu es », sans essayer de me réparer. Nous sommes ensemble depuis 15 ans. Sean est coordinateur des approvisionnements à l'hôpital, maintenant. Ce n'est pas exactement Wall Street, mais c'est stable. Il est respecté, couvert par une assurance, et il est doué dans ce qu'il fait. Il est gentil, trop gentil, selon ma famille. Pas un vrai homme. C'est ce qu'a dit un jour mon frère Josh. Josh, qui vit gratuitement dans la maison de nos parents, boit de la bière bon marché à leurs frais, et hurle sur ses enfants, quand ils respirent trop fort. En ce qui me concerne, Sean représente tout ce qui est bien, dans ce monde. Chat et moi n'avons jamais été riches, mais une fois que j'ai décroché le poste de comptable à la clinique privée, les choses sont devenues plus faciles. Au fil du temps, j'ai été promu. Je suis chef comptable, aujourd'hui, avec un salaire décent. Je n'avais pas l'obligation d'aider mes parents, mais je l'ai fait, parce que c'est ce qu'on est censé faire. Parce qu'ils sont vieux. Et parce que j'étais encore assez stupide pour espérer qu'ils seraient fiers de moi, un jour. La rénovation de la salle de bain ? C'était moi. Leur prime d'assurance ? C'était moi. Le coup de pouce mensuel pour leur chèque de retraite ? C'était encore moi. L'année dernière, Josh a été arrêté, après une bagarre dans un bar, tout ça parce que quelqu'un l'avait regardé de travers. Devinez qui a payé l'amende, pour éviter à ce génie d'aller en prison. Et oui, moi, encore. Parce que, quelque part à l'intérieur, la petite fille du placard vivait toujours, espérant encore que quelqu'un lui dirait, « Eh, tu as bien fait. » Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'un jour, mon propre enfant se tiendrait dans ce même poulailler crasseux, portant des gants déchirés, et tenant un seau rouillé. Lucie les voyait à peine. Pendant les vacances, la plupart du temps. Je ne mourrais pas d'envie de leur rendre visite, et Chat n'avait aucune nostalgie pour cette expérience. La première fois qu'il les a rencontrés, ma mère l'a regardé de haut en bas, et a dit, « Vous êtes drôlement silencieux, jeune homme. » Ou bien, « Est-ce que vous ne haussez la voix que lorsque vous remettez votre femme à sa place ?» Chat s'est contenté de sourire poliment. Plus tard, il m'a demandé pourquoi on se donnait même la peine d'y aller. Je n'avais pas de réponse. Avant, Lucie me demandait, pourquoi on n'y va pas plus souvent ? Je lui répondais, on ne s'y sent juste pas très à l'aise. Elle ne comprenait pas, et je ne lui expliquais pas,
car comment dire à son enfant que ses propres parents pensent que vous étiez une erreur? Cette nuit-là, allongé sans trouver le sommeil, je me suis souvenu d'avoir eu 12 ans, et de frotter tous les sols de la maison. Maman avait trouvé une seule tache, sous un meuble, et m'avait obligé à tout refaire. Ensuite, j'ai repassé les chemises de papa, en restant debout. Je n'avais pas le droit de m'asseoir. Plus tard, ils m'ont enfermé dans le placard, parce que j'avais dit « je suis fatigué ». Cette phrase était fondamentalement un crime grave, dans notre maison. Et maintenant, Lucie, mon bébé, celle que j'avais essayé si fort de protéger de tout, jusqu'à ce que ce foutu monde s'effondre sur sa tête. Tout ce que je pouvais faire, maintenant, c'était de l'en sortir, et de m'assurer, à tout prix, qu'elle ne se retrouve plus jamais là-bas. Ni dans cette maison. Ni dans aucune autre qui y ressemble. Au matin, elle s'est réveillée, elle m'a vu, et elle a souri. Un sourire fatigué, mais sincère. Elle m'a demandé, « Tu ne retournes pas à l'hôpital, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit, « Non, ma chérie. Nous irons ensemble, pour voir papa. » Elle a hoché la tête. Ensuite, nous avons mangé des flocons d'avoine aux pommes et à la cannelle, et j'ai décidé que ce serait notre nouveau départ. Pas de cris, pas de gifles, pas de placard. Quant aux personnes qui l'avaient blessé, eh bien oui, j'étais déjà en train de m'en occuper. Mais je ne lui ai encore rien dit, parce que je ne suis plus cette petite fille du placard, désormais. Et ma fille, ce n'est pas leur jouet. Le lendemain, Lucie et moi sommes allés voir Chat, à l'hôpital. Je n'avais pas vraiment dormi. Tout me faisait encore mal, et marcher était un enfer, mais je me suis levé, parce que je le devais. Pas le temps de se reposer. Il y avait trop de choses à gérer. J'ai mis un peu de maquillage, j'ai bu un mauvais café, et j'ai forcé un sourire à peu près convenable. Lucie essayait d'être courageuse, elle aussi, mais ses yeux la trahissaient. Elle avait peur. Je lui ai pris la main. Chat était réveillé, faible, pâle, mais conscient. Il a souri quand il nous a vus. Un petit sourire craquelé, mais authentique. « Salut, les filles », a-t-il dit, d'une voix rauque. Je me suis approché, et je lui ai fait le câlin le plus léger dont j'étais capable, comme s'il était fait de verre. Lucie hésitait près du lit, ne sachant pas trop si elle avait le droit de s'approcher davantage. « C'est bon, mon cœur », lui ai-je dit. « Vas-y. » Elle s'est avancée, et l'a serré fort dans ses bras. Vraiment fort. Il a fermé les yeux. J'ai vu son menton trembler. Puis, Lucie a chuchoté, « Tu m'as tellement manqué. » Chat a hoché la tête. « Tu m'as manqué aussi », a-t-il dit doucement. « Ça va, mon bébé ? Tout va bien ?» Elle m'a regardé. J'ai fait un petit signe de tête. « Tu peux lui dire, c'est bon. »« On va mieux, maintenant », a-t-elle dit. « On est à la maison. » Sean a de nouveau croisé mon regard, et je l'ai vu, cette ombre qui traversait son visage. Il savait que quelque chose clochait. « Est-ce que tout va bien ?» a-t-il demandé. J'ai répondu avec précaution, « Maintenant, oui. » Ne t'inquiète pas, Lucie est restée avec mes parents pendant 3 jours. Son visage s'est assombri. Nous en parlerons plus tard, ai-je ajouté rapidement. Tu as besoin de repos. Il commençait déjà à somnoler, fatigué, épuisé. Nous avons fait nos au revoir, et Lucie a souri, son premier vrai sourire depuis des jours. Non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce que son papa était là. Ce même jour, je l'ai emmené chez le médecin. Pas de délai. Les bleus disparaissent vite, mais les documents administratifs ne s'écrivent pas tout seuls. Le pédiatre, un homme dans la quarantaine, avec un sourire factice et un ton de circonstance, a commencé par la question habituelle. « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? » Je n'y suis pas allé par 4 chemins. Elle a des blessures visibles. Elle a été forcée de faire des travaux manuels. Il y a eu de la maltraitance psychologique, de l'isolement, des privations de nourriture, et aucun repos. Ses sourcils ont bondi à mi-chemin de la racine de ses cheveux, mais il a hoché la tête. « Vas-y, retire ton t-shirt, ma grande », a-t-il dit doucement. Ensuite, il m'a regardé. « Pouvez-vous me dire exactement ce qui s'est passé ?» Je n'ai pas dit un mot. Lucie non plus. Il l'a vu par lui-même. Des égratignures, des ecchymoses, des ampoules sur ses mains. Il a vérifié ses réflexes, écouté sa respiration, et l'a regardé dans les yeux. Puis,
il a demandé, où était-elle? Avec ses grands-parents, ai-je répondu sèchement. 3 jours de silence. Alors, je vais rédiger un rapport. Elle a besoin d'une thérapie. Si vous êtes sérieuse à ce sujet, il vous faudra des preuves. Les mots risquent de ne pas suffire. J'en avais, des tonnes de mots. Mais il avait raison. Les mots seuls ne feraient pas l'affaire. Dans le meilleur des cas, quelqu'un froncerait les sourcils, et se pencherait sur la question. Dans le pire des cas, on dirait que l'enfant avait tout inventé. Cette nuit-là, après que Lucie se fût enfin endormie, ça m'a frappé. Les caméras. Oh mon Dieu, ces satanées caméras. Il y a 6 mois, mes parents avaient appelé, complètement paniqués. Quelqu'un vole nos poules. Aide-nous à installer un système de surveillance. Alors, je l'ai fait. J'ai appelé les installateurs, j'ai tout câblé moi-même, j'ai relié toute l'installation à mon adresse email, et j'ai choisi le mot de passe. J'étais presque sûr que personne n'avait pris la peine de le changer. Et il ne l'avait pas fait. Bien sûr que non. J'ai ouvert l'application, le cœur battant comme si j'étais de retour sur une table d'opération, je suis allé dans les archives, et j'ai cherché les bonnes dates. Et elle était là. Lucie, portant des gants en caoutchouc sale, noyée dans un tablier qui lui arrivait presque aux chevilles, frottant le sol du poulailler, comme si elle devait payer un loyer pour l'endroit. Elle traînait un lourd seau, les épaules voûtées par le poids. Josh lui criait dessus, depuis une fenêtre, « T'es sourde ou quoi ?» J'ai dit, « Ramène-moi de la foutue eau. » Un autre extrait. Elle se tient devant la cuisinière, en train de remuer quelque chose dans une marmite massive. C'est le chaos autour d'elle. Mes neveux courent partout avec leurs tablettes. L'un d'eux crache carrément sur le sol. Josh est sur le canapé, en train de s'enfourner des chips dans la bouche, comme un roi. Ma mère passe par là, et marmonne, ne t'effondre pas maintenant. C'est pas une colonie de vacances, ici. Lucie ne répond pas. Puis est venu celui que je n'oublierai jamais. Elle est à la porte du cellier, face à mon père. Il agite son doigt vers elle, comme une sorte de sergent instructeur, dans un camp militaire. On a des règles, ici. Tu veux manger? Alors tu travailles. C'est compris. Lucie baisse la tête. Silencieuse. Et, regarde-moi quand je te parle. J'ai dit, c'est compris. Elle lève le visage, et murmure à peine, oui. Il part en trombe. Ma mère attrape la clé, verrouille la porte du cellier, et dit, comme si c'était juste un mardi normal. Arrête de pleurnicher. C'est toi qui as cherché ça. Assieds-toi là. Réfléchis. Peut-être que tu finiras par comprendre comment une fille convenable est censée se comporter. Petite pourrie gâtée. Tes parents t'ont ruiné de l'intérieur. Un doux sanglot, puis un autre. J'ai coupé le son de la vidéo, et j'ai craqué. J'ai tout sauvegardé, j'ai tout téléchargé sur le cloud, j'ai fait une sauvegarde sur un disque dur externe, j'ai copié le tout sur une clé USB, et j'en ai fait 3 autres copies, parce que la confiance, c'était fini. Le lendemain matin, j'ai désactivé les paiements automatiques pour mes parents, je les ai retirés de mes virements bancaires, j'ai annulé leur assurance, et j'ai retrouvé la carte de débit qu'ils utilisaient pour les petites amendes de bar de Josh. Vous savez, celle que je payais, tout ça parce que quelqu'un l'avait regardé de travers. Eh bien oui, j'ai bloqué ça aussi. Ensuite, j'ai envoyé un texto à Josh, on vous coupe les vivres. Vous découvrirez bientôt pourquoi. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au poste de police. Ça sentait le café brûlé, et le papier. Le gars à l'accueil avait l'air d'avoir environ 19 ans, de l'acné sur le menton, et le regard éteint de quelqu'un qui préférerait être n'importe où ailleurs. J'aimerais déposer plainte, ai-je dit. Il s'est redressé un tout petit peu. Que s'est-il passé? Ma fille a été enfermée dans un cellier, forcée de nettoyer un poulailler, de porter des seaux, et de passer la serpillière. Ils l'ont humiliée. Ça a duré pendant 3 jours. Je veux porter plainte. Il a cligné des yeux. Vous avez des preuves? J'ai sorti la clé USB de mon sac. J'ai tout. Vidéo, audio, horodatage, rapport médical, évaluation psychologique. Je veux qu'une enquête soit ouverte. Il a pris la clé, et a hoché la tête, avec plus de sérieux, cette fois. Très bien, prenons votre déposition.
Nous contacterons également les services de protection de l'enfance. Pendant qu'il tapait à l'ordinateur, je me suis assise sur l'une de ces chaises en plastique, et j'ai fixé le mur. Il y avait une affiche accrochée là. Elle disait, si vous êtes témoin de maltraitance, parlez-en. J'étais restée silencieuse pendant 30 ans. Plus maintenant. Il ne s'agissait plus de moi, désormais. Il s'agissait de Lucie. Et, pour elle, je suis la personne dont il devrait avoir peur, maintenant. Le silence a duré exactement 24 heures. J'ai même vérifié mon téléphone, pour voir s'il n'était pas cassé. Ce n'était pas juste un silence radio. Je me suis dit que mes parents et Josh prenaient un moment pour saisir l'ampleur de l'explosion, ou, plus probablement, qu'ils essayaient de tourner la situation à leur avantage, pour pouvoir jouer les victimes, encore une fois. C'est leur super pouvoir. Ils sont toujours de grands incompris. Et puis, ça a frappé. Une avalanche totale. Des messages vocaux, des textos, des appels manqués. D'abord, il y a eu les accusations. As-tu complètement perdu la tête? Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Ton père est sous le choc. Sous le choc de quoi? Aucune idée. Probablement face à l'audace que j'avais, d'avoir enfin une colonne vertébrale. Ensuite, ce fut le tour de la culpabilisation. Nous t'avons élevé. Tu sais à quel point les choses ont été dures pour nous. Nous ne voulions pas faire de mal. Un grand classique. Je pouvais entendre leur voix dans ma tête. Le faux tremblement, l'inquiétude théâtrale, la manipulation ciblée avec précision. Je n'ai pas répondu, parce qu'il n'y avait rien à dire. Tout ce qui devait être dit avait déjà été exprimé par une petite fille de 12 ans, enfermée dans un cellier. Quelques jours plus tard, la phase 3 est arrivée, la panique. J'imagine que quelqu'un les avait prévenus qu'il ne s'agissait pas seulement de moi, en train de relâcher la pression auprès des flics. C'était réel. De vrais inspecteurs, de véritables enquêtes, de multiples fichiers vidéo, des témoins, des rapports médicaux. Ils n'avaient pas vu le coup venir. Ils pensaient que j'allais crier, pleurer, puis réapparaître avec des courses, un chèque, ou peut-être un nouveau chauffe-eau, comme je le faisais toujours. Mais cette version de moi-même, elle a disparu. Josh a appelé le premier. Son nom est apparu sur mon écran, et j'ai retourné le téléphone, face contre la table. Il a appelé 8 fois. À la 9e, il a laissé un message vocal. Tu veux que maman ait une crise cardiaque? Qu'est-ce que tu essaies de faire, exactement? Sa voix donnait l'impression que, même lui, il était fatigué de ses propres conneries. Puis, le vrai spectacle a commencé. Apparemment, quelqu'un dans notre famille élargie, peut-être un cousin, ou peut-être un voisin fouineur, a mis la main sur l'un des enregistrements. Et oui, celui-là. Celui où grand-père crie sur Lucie, depuis la porte du cellier, et où on peut l'entendre pleurer en arrière-plan. Une vidéo claire, un son parfait. Tu m'entends? Regarde-moi quand je te parle. Et puis, le silence, des sanglots étouffés, et grand-mère, hors champ, qui dit, arrête de pleurnicher. C'est toi qui as cherché ça. C'est une leçon. La vidéo a fini dans la conversation de groupe de la famille. Vous savez, celle qui sert au vœu de Thanksgiving, et à débattre pour savoir qui fait la meilleure tarte à la citrouille. Et bon sang, ça a explosé. Tante Marie a écrit, est-ce que c'est vrai? Ma cousine Kelly a lâché un emoji en colère, et a ajouté, c'est cruel, même pour vous. Quelqu'un a quitté la conversation. Quelqu'un a transféré l'extrait. Puis, ma cousine Laura m'a envoyé un message directement. Steph, si tu as besoin de quoi que ce soit, d'un avocat, d'aide, ou juste de quelqu'un à qui parler. Je suis là. Et, juste comme ça, après avoir été la fille silencieuse pendant 30 ans, je n'étais plus seule. Fou, non. La police a agi vite. Je suppose que la vidéo a aidé. Tout comme les rapports médicaux, et le fait que Lucie ne soit pas leur enfant. Pas de tutelle, pas de garde légale, aucun droit. Le 3e jour, une équipe s'est présentée à leur porte. Je n'étais pas là, mais on m'a fait le résumé. Ma mère a tenté le coup des larmes. Mon père a essayé l'indignation vertueuse. Josh, apparemment, a essayé de se cacher. Rien de tout cela n'a fonctionné. Alors, voici comment ça s'est terminé. Chacun des 3 a reçu une amende, et pas une simple tape symbolique sur les doigts, non.
de l'argent, du vrai, pour travail des enfants, séquestration illégale, confiscation des faits personnels, et violence psychologique. L'IDAO classe cela comme un délit civil, mais ne vous y trompez pas. La sanction avait du mordant. 2500 € chacun, plus les frais de justice. L'obligation de suivre un programme éducatif sur le bien-être des enfants. Une année complète sous la supervision des services de protection de l'enfance. Leur maison est officiellement sur les radars, à présent. Non, ils ne sont pas allés en prison. Mais la punition, oh, elle était bien réelle. Et, plus important encore, elle était publique. Et dans leur petit monde, fait de pique-niques paroissiaux, de ventes aux enchères caritatives, et de potins de quartier, perdre sa réputation, c'est pire que la prison. À la fin de la semaine, Sean a enfin été autorisé à quitter l'hôpital. Il est encore faible, mais ses yeux étaient clairs. Il a souri dès l'instant où il a vu Lucie, et elle a couru directement dans ses bras, en disant « Papa, tu es à la maison, toi aussi, maintenant. » J'ai complètement craqué. Vraiment craqué. Pas de colère, pas de peur. Juste par un pur soulagement, brut et sans filtre. Nous sommes à la maison maintenant, tous les trois. Et nous allons bien. Nous allons vraiment bien. Alors, qu'en pensez-vous? Ai-je pris la bonne décision? Auriez-vous fait quelque chose de différent? Honnêtement, je me repasse encore la scène dans ma tête, parfois. Non pas parce que je le regrette, mais parce que ça fait encore mal. Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais vraiment connaître votre avis. Et si cette histoire a fait l'écho en vous, ou si elle vous a simplement fait ressentir quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner.